Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette conférence dédiée aux enjeux de désinformation et d'esprit critique, notamment dans les établissements d'enseignement supérieur. Donc je vois que vous êtes en train de, vous connecter, progressivement. Je vois beaucoup d'établissements, représentés. On va commencer d'ici quelques minutes, le temps de laisser à tout le monde le soin de se connecter. Donc, je me présente, je m'appelle Gilles Huc, je suis en charge de la coordination des activités pédagogiques, côté Be My Media. Be My Media est une entreprise à mission qui travaille, sur la sensibilisation et la formation des apprenants en question d'éducation aux médias. Donc au cours de cette, conférence, je vais, vous partager un petit peu les grands constats, sur le monde de l'information et des médias, sur ces dernières années et ce qui va, potentiellement aussi vous parler, notamment pour les établissements d'enseignement supérieur. Je vois beaucoup d'IUT, beaucoup d'universités, beaucoup d'IAE, représentés aujourd'hui dans cette conférence. Donc l'objectif, c'est de vous partager un petit peu des grands chiffres, un état des lieux de la pratique des jeunes et de l'information aujourd'hui en 2025 et un petit peu les grands mouvements qu'on a pu observer à notre échelle sur le monde de l'information et malheureusement de la désinformation. Je vous partagerai ensuite brièvement notre mission et notre ressource pédagogique qui nous permet, nous, d'accompagner à notre échelle les établissements d'enseignement supérieur. Donc, je vous présenterai à travers cela différents partenariats que nous avons réalisés au cours des dernières années dans des établissements. Pour rentrer un petit peu dans les grands enjeux de l'information sur cette année 2025, je vais partager un petit peu des grands chiffres, des grands constats scientifiques qui ont été observés par des chercheurs et spécialistes des enjeux numériques et informationnels au cours de ces dernières années. On fera un petit peu un tour d'horizon sur la désinformation et on va regarder comment celle-ci s'est accélérée au cours de cette dernière décennie, notamment avec l'avènement du digital et plus précisément plus récemment avec l'impact des réseaux sociaux et au cours de ces 3 dernières années, l'intelligence artificielle qui est venue encore bouleverser ce champ informationnel. Et ensuite, on va également faire un retour sur comment les jeunes pratiquent aujourd'hui l'information, quelles sont les sources utilisées, quels sont les enjeux de culture de la source qu'on peut observer à travers nos partenariats avec des établissements et nous réaliserons à travers ça un bref tour d'horizon. Avant tout ça, il est toujours intéressant de préciser le lien historique entre information et citoyenneté. On rappelle vraiment que le rôle aujourd'hui, et comme c'est organisé le débat démocratique au cours de ces dernières décennies, les médias étaient vraiment là pour articuler, animer le débat démocratique. Et ce lien entre citoyenneté et information est en train d'être, en tout cas, secoué au cours de ces dernières années. On a pu le voir notamment l'année dernière, qui était une année historique au niveau des élections, où la moitié des pays de l'humanité, en tout cas de 73 pays, donc la moitié de l'humanité a été appelée aux urnes au cours de cette année 2024. Au cours de ces différents scrutins, on a vu beaucoup de manipulation de l'information qui a été opérée. La campagne présidentielle déchaînée américaine a permis d'appuyer ce constat sur des grandes dérives informationnelles. Plus récemment, nous avions eu le scrutin en Roumanie qui a été annulé pour cause de soupçons d'ingérence russe avec un candidat qui s'était présenté quelques semaines avant le scrutin, qui a fait une apparition dopée aux réseaux sociaux et aux algorithmes TikTok, qui est venu quand même pour, en tout cas, bousculer une élection. Ça a été quand même une année riche en rebondissements. L'année prochaine, nous aurons les municipales et on suit ça avec grande attention, en tout cas sur ces enjeux de manipulation de ces scrutins via l'information et par la pratique des réseaux sociaux.
Grand fait marquant aussi en 2024, c'est que le forum économique de Davos a pointé la désinformation comme premier risque mondial pour l'économie. Non pas qu'on s'intéresse plus spécifiquement aux enjeux de Davos, mais vraiment le constat vis-à-vis de la désinformation est aussi prégnant, selon le Forum économique mondial, que les enjeux de dérèglement climatique à l'échelle planétaire pour l'économie. Donc ça montre aussi ces enjeux aussi économiques sur lesquels l'information va avoir un rôle prépondérant, notamment sur les enjeux d'employabilité et d'intégration à la vie professionnelle, notamment pour nos jeunes concitoyens. Et plus récemment, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, le nombre de sites internet relayant des articles fallacieux créés par des algorithmes d'intelligence artificielle a augmenté de plus de 1000%. Ça, c'est un constat, une étude scientifique qui a été partagée en fin 2023 par le Washington Post. Donc élément très fort. On a pu aussi observer NewsGuard qui mène vraiment des études d'ampleur et de fond sur ce sujet de désinformation et d'impact d'intelligence artificielle, a également démontré que les fermes à trolls qu'on pouvait voir il y a quelques années se sont vraiment emparées de cette technologie pour en tout cas l'employer au service de la diffusion massive de propos tronqués et d'informations aussi polémiques afin de diviser et polariser le débat politique. Au-delà de tout ça, ce qu'on peut voir aussi vis-à-vis du constat des intelligences génératives qui sont parfois utilisées au service de la désinformation, malheureusement, bien qu'elle soit là aussi pour permettre en tout cas un progrès notable sur un certain nombre d'autres activités. On voit également que TikTok, ou en tout cas certains réseaux sociaux de manière un peu plus large, deviennent en tout cas un support d'information énormément plébiscité par les jeunes publics. Et il faut savoir que l'année dernière, TikTok a été devenu le support web le plus visité sur Internet au niveau mondial et ça a surpassé pour la première année Google. Et voilà, c'est des choses qui peuvent être potentiellement effrayantes quand on connaît la logique algorithmique de TikTok où des chercheurs, voici également une étude de NewsGuard qui pointe à 20% le nombre en tout cas la part de vidéos qui contiennent des informations fausses ou trompeuses. Et un petit ordre de grandeur, aujourd'hui, la moyenne du temps passé par un utilisateur français sur TikTok est quand même de 95 minutes par jour. Donc on peut également se questionner sur ce rapport à l'information qui est en train d'être structuré à travers ces supports d'information, en parlant aussi des supports les plus plébiscités par nos jeunes générations sur la catégorie 18-25 ans. Nous avons également quand même une grosse utilisation de la plateforme YouTube qui montre également en tout cas la place qu'a pris ce support dans la pratique de l'information chez nos jeunes concitoyens. Aujourd'hui, 70% des vidéos visionnées sur YouTube le sont à partir de la recommandation artificielle qu'on va retrouver à côté des vidéos YouTube. Donc on peut aussi se questionner sur ces modèles économiques qui permettent d'entretenir ces réseaux sociaux, la part d'intentionnalité aussi sur le fait de pratiquer l'information où il y a énormément de contenus en masse qui vont être redirigés jusqu'à nous. Et autre étude intéressante qui est sortie sur la plateforme YouTube, bien qu'il y ait une régulation qui est en train de se mettre en œuvre au fur et à mesure, mais qui est encore malheureusement insuffisante. Il y a une ONG qui s'appelle Avoise, qui a travaillé sur les enjeux d'algorithmique de la plateforme YouTube, qui ont montré que même sur des recherches neutres type dérèglement climatique, changement climatique, la part de contenu climato-sceptique qui est proposée est de l'ordre de 18%, alors que finalement, en termes de proportion de la masse des vidéos qui est disponible sur YouTube, ces vidéos qui ont
en tout cas, un nombre minoritaire apparaissent, en tout cas sont mis en avant par ce type d'algorithme dans le but de provoquer en tout cas, et proposer du contenu sensationnel qui permet en tout cas de capter l'attention des personnes et en tout cas influencer l'intention des youtubeurs ou en tout cas des gens qui ont choisi de publier sur ce type de plateforme pour créer du contenu plutôt sensationnel ou clivant pour aussi générer des vues et donc de la monétisation derrière ce type de contenu. Au niveau des conséquences que cela peut aussi induire sur notre jeune génération, on a 69% des 18-24 ans qui croient au moins à une théorie du complot. Donc ce chiffre, il est quand même assez haut. C'était donc une enquête de la fondation IFOP pour la fondation Jean Jaurès qui a pu le publier en 2023. Ce chiffre est beaucoup plus haut sur la part des 18-24 ans que sur les autres parts, en tout cas plus âgées de notre société française. Du coup, tout cela s'inscrit aussi dans une défiance des institutions et parfois même du monde professionnel. Et on voit donc bien ce lien entre information, confiance au niveau des institutions qui va induire tout ça. Donc il y a vraiment cette nécessité de développer cette culture de la source pour permettre aussi à nos jeunes concitoyens, à nos étudiants qui seront les futurs professionnels de demain, d'avoir cette pratique en tout cas plus responsable, citoyenne et éclairée de l'information. Quelques petits chiffres avant d'arriver sur ce point de bascule. 41% des utilisateurs TikTok pensent qu'un influenceur avec un grand nombre d'abonnés est une source fiable. On le voit beaucoup dans les établissements. Les étudiants ont vraiment encore du mal à de temps en temps distinguer le support de l'information du journaliste ou du média qui traite d'un sujet. Donc, il y a aussi vraiment cette culture de la source qui est aussi parfois remis en cause sur notre jeune génération. Plus largement, et c'est pas un constat plus stigmatisant sur les jeunes générations, on le voit beaucoup sur le public, en tout cas c'est ce qui est pointé par les études sur les plus de 50 ans. Il y a 53% des Français qui partagent des informations sans en vérifier la source et en comprendre en tout cas les logiques menées à travers ces informations. Et on a une confiance des Français aux médias qui continue de s'éroder au fur et à mesure des années. Donc on est face à ce brouillard informationnel qui n'est pas forcément évident. En tout cas, il est compliqué de naviguer un petit peu dans ce brouillard face à ce volume de l'information, face à l'avènement des réseaux sociaux, de nouveaux modèles économiques dans les médias, le modèle de la presse qui est aussi qui a été bien secoué au cours de ces dernières années. Et surtout, on remarque de plus en plus de jeunes concitoyens qui mélange information, divertissement, publicité, opinion. Et effectivement, face à toute cette logique, il est difficile d'y voir clair. Et c'est là dont, en tout cas, les établissements d'enseignement supérieur ont leur rôle à jouer, notamment à travers leur maquette pédagogique et les compétences que ces jeunes concitoyens doivent acquérir au fur et à mesure de leur vie scolaire. Donc le constat, il est clair. Il n'a jamais été, en tout cas, aussi, l'information n'a jamais été aussi accessible. Il est évident qu'on n'a jamais eu autant accès à différentes sources d'informations, notamment, mais en tout cas, s'informer n'a jamais été aussi complexe face à ce brouillard informationnel. La régulation qui est en train d'être mise en œuvre, on a pu participer à des travaux de l'Assemblée nationale au cours des dernières années, notamment à travers le rapport Bronner qui a été remis au président de la République. La régulation est nécessaire. On l'a vu aussi avec toutes les directives européennes qui sont prises sur les enjeux digitaux et liés à l'information. Cependant, la régulation n'est pas en tout cas la seule solution qui est mise en avant par l'ensemble des institutions. Et il est donc plus jamais essentiel de développer les compétences d'esprit critique, de culture générale et de traiter en tout cas ces grands enjeux d'éducation aux médias et à l'information pour en tout cas former des citoyens éclairés, mais aussi des professionnels responsables capables de s'insérer dans le monde professionnel.
Pour ça, on pense que et on travaille maintenant depuis 2018 avec plus de 500 établissements, que ce soit des lycées ou des établissements d'enseignement supérieur, dans toute la francophonie. On pense qu'en tout cas, les établissements ont un rôle majeur à jouer. Souvent, ces enjeux de médias et de l'information sont présents au sein des maquettes pédagogiques et de plus en plus d'établissements à travers la France se saisissent de ces enjeux pour, un, construire une culture solide de la source, avoir des futurs professionnels capables de s'informer, de réaliser une veille sur une thématique métier, sur des enjeux informationnels. L'idée est leur faire vraiment comprendre ces enjeux techniques et économiques à l'œuvre dans les réseaux sociaux, leur faire prendre du recul sur ce qui se passe sans les culpabiliser sur leurs pratiques, parce que c'est des pratiques qu'on voit dans toutes les tranches d'âge de la société française, mais en tout cas leur permettre de bien comprendre les mécanismes qui sont à l'œuvre sur le digital, sur les réseaux sociaux, sur des questions d'intelligence artificielle. Et enfin, l'UNESCO a pointé la compétence d'esprit critique comme la compétence majeure du XXIe siècle. Aujourd'hui, dans cette société où on doit apprendre à apprendre et apprendre à désapprendre, où les enjeux, les métiers se transforment à une vitesse impressionnante, le fait de développer cette curiosité, cet esprit critique, cette pratique responsable de l'information permettra de former des professionnels éclairés et responsables. J'en profite pour vous dire que nous réaliserons à la fin de cette petite présentation un point pour répondre à vos questions, potentiellement sur les initiatives que vous portez déjà dans vos établissements ou non. Voilà, je pourrais répondre à vos questions dans la mesure du possible. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions dans l'onglet chat en bas à droite qui me permettra ensuite de retracer dans l'ordre chronologique vos questions. Alors du coup, pour se saisir de ces enjeux qui sont pas forcément évidents à aborder pour vous enseignants, parce qu'on touche à travers le monde des médias et de l'information, les métiers du journalisme, du numérique, des modèles économiques, parfois des biais cognitifs qu'on peut avoir dans nos cerveaux qui vont altérer notre pratique de l'information. Il n'est pas toujours évident d'aborder ces questions de manière en tout cas sereine, pour pas arriver dans des gros débats sur c'est vrai ou faux, etc. L'idée, c'est de vraiment, en tout cas à travers notre approche, proposer une ressource pédagogique à destination des enseignants et des responsables pédagogiques qui veulent se saisir de ces questions dans leur établissement de manière, en tout cas, plus apaisée, plus serein. Donc, depuis 7 ans, nous mettons à disposition des établissements une ressource pédagogique numérique, appelée donc Be My Media, qu'on va retrouver sur mobile ou ordinateur en fonction des enjeux pédagogiques des établissements et en tout cas de la volonté pédagogique dans laquelle ça doit s'inscrire. Cette ressource pédagogique, on l'a conçue de manière en tout cas collaborative et ludique dans le but de proposer et en tout cas de développer cette pratique plus éclairée, plus citoyenne de l'information. L'idée, c'est de faire pratiquer l'information à nos jeunes concitoyens, les exposer à une ligne éditoriale un petit peu plus variée, et j'y reviendrai tout à l'heure, leur proposer du contenu théorique et méthodologique sur ces grands enjeux de l'information pour les accompagner progressivement à travers un parcours de formation complet sur toutes les grandes questions d'information au XXIe siècle. Et enfin, permettre aux enseignants d'évaluer plus facilement la montée en compétences, la pratique de l'information, à travers aussi de la gamification et leur permettre en tout cas de pouvoir inscrire cette ressource pédagogique au cœur de leur dispositif pédagogique, pour pouvoir appuyer un cours d'expression de communication, pour pouvoir le déployer plus facilement à l'échelle d'une unité d'enseignement ou d'une université. Donc je vais rentrer un petit peu plus dans le détail sur comment cette ressource pédagogique a été construite. Dans un premier temps, cette ressource pédagogique numérique contient une rubrique pour faire progresser les étudiants dans leur pratique de l'information. Nous avons réuni depuis 2018 des enseignants-chercheurs, des enseignants, des professeurs, des journalistes, des experts des nouvelles technologies pour pouvoir constituer ce premier référentiel en France d'éducation aux médias et à l'information.
Donc nous avons conçu 5 saisons, pour, aborder, en tout cas 100 points d'attention, à travers des textes, des infographies, des podcasts, des quiz, pour pouvoir en tout cas aborder tous les grands enjeux de l'information, à travers, ce référentiel de compétences. Dans ce référentiel de compétences, on va aborder donc, 5, grands blocs de compétences qui sont matérialisés ici par 5 saisons, un petit peu, comme sur Netflix et cetera, pour rendre ça vraiment, ludique, au possible. Dans le premier bloc, on va aborder les questions de fonctionnement, de production et de diffusion de l'information. Comme aujourd'hui, dans les médias traditionnels, comment est produit une information? Du fait à l'interprétation, à l'article, aux communiqués éditoriales, jusqu'à la publication et sa diffusion. Quelles sont toutes les étapes, voilà, rentrer un petit peu plus en détail sur le métier de journaliste, hein, pour rappeler un petit peu les grands enjeux et quelles sont les grandes différences avec, des producteurs de contenu et cetera. Nous allons également aborder, la question de la lecture de l'information dans sa pluralité. Quels sont les différents types de médias? La presse indépendante, généraliste, institutionnelle, professionnelle? Comment celles-ci sont financées? Quelles sont les grandes différences? Comment mettre en parallèle différentes sources d'informations? Comment vérifier la déontologie d'un journaliste? On va aborder en tout cas ces grandes questions. Dans le bloc 3, nous allons, comme nous l'avons dit tout à l'heure, refaire le lien historique entre démocratie, liberté et information. Rappeler un petit peu ce qu'est la charte de Munich, qui est le, serment d'Hippocrate pour les journalistes. Voilà, vraiment remettre un petit peu ces bases civiques dans la pratique de l'information. Dans la partie, bloc de compétences numéro 4, nous aborderons en tout cas le fait de s'informer à l'ère du digital et des réseaux sociaux, revenir un petit peu sur, les questions de bulles de filtre qu'on peut, retrouver sur les réseaux sociaux et comment on peut parfois être malgré nous enfermé, dans un flux d'informations, potentiellement orientées, leur faire, comprendre les transformations de modèles économiques, que cela a opéré, dans la presse. Et enfin, dans le bloc numéro 5, nous abordons les questions de comment devenir un acteur, responsable, de l'information aujourd'hui et pour aussi les intégrer dans ce lien professionnel de culture métier vis-à-vis de l'information. Et voilà, on aborde ça à travers des capsules vraiment ludiques, où on a des exemples, des quiz. L'objectif, c'est de faire vraiment, en tout cas de pouvoir accompagner, les étudiants sur le temps long et sur une montée en compétences sur ces grands enjeux, primordiaux pour nos sociétés à travers, ces questions d'information. Enfin, comme on ne voulait pas uniquement proposer, ce programme de montée en compétences, ce parcours pédagogique, numérique, on voulait également aussi permettre à chaque étudiant de pouvoir s'exposer à différentes lignes éditoriales et en tout cas, pratiquer l'information, de manière plurielle. Donc pour cela, en parallèle de ce parcours, pédagogique, on va venir, former l'étudiant. On va permettre en tout cas, aux apprenants de pratiquer l'information à travers plus de 500 sources. On agrège plus de 500 sources d'information, que ce soit de la presse générale, de la presse institutionnelle, indépendante, et cetera. Le tout sans bulle de filtre, comme on va pouvoir le retrouver sur les réseaux sociaux. On a vraiment voulu concevoir cette moyen de hiérarchisation d'informations qui soit uniquement chronologique et le plus éthique possible, pour s'informer de manière en tout cas plurielle. Quand on lit un article, on a créé un comparateur de points de vue. Donc chaque article qui est lu, on va pouvoir le comparer aux autres médias qui traitent du même sujet. Donc par exemple, si, on lit un article sur, par exemple, l'augmentation du cours du blé suite à la guerre en Ukraine, on va pouvoir mettre en parallèle un article de Mediapart, un article de France Info, quelque chose qui est aussi plutôt institutionnel, avec un rapport, par exemple, de l'ONU, pour pouvoir avoir des points de vue complémentaires sur l'information et parfois, voilà, en tout cas, permettre aux apprenants de se forger son propre esprit critique et notamment de faire potentiellement aussi des activités de revue de presse dans vos classes. Nous avons également un journaliste qui rédige de manière hebdomadaire des revues de presse
pour pointer des articles passés au second plan de l'actualité. Vous savez que parfois, on a une dominante d'actualité qui fait qu'en ce moment, on ne parle que du Tour de France, mais il se passe beaucoup de choses en second plan de l'actualité. Et à travers ces revues de presse, on va mettre des éclairages sur des articles qui sont passés au second plan de l'actualité. Donc ces revues de presse nous permet aussi de cultiver cette culture générale chez les différents apprenants. Cette ressource pédagogique, on n'a pas voulu en faire une ressource pédagogique sur étagère. C'est pour ça on l'a voulu à destination des enseignants qui veulent s'en saisir au sein de leur maquette pédagogique et au sein de nos équipes Be My Media. Nous avons toute une équipe qui vous accompagne sur le lancement, sur la prise en main, sur le déploiement et le suivi de l'implémentation de cette ressource pédagogique. On prend le temps de comprendre où vous voulez inscrire cette ressource pédagogique. Est-ce que c'est dans un cours? Est-ce que c'est à l'échelle d'une unité d'enseignement? Comment vous voulez le pondérer aussi vis-à-vis de la notation? On prend vraiment le temps de comprendre dans quoi ça s'inscrit, quelle est la volonté pédagogique de l'établissement. On réalise différents points sur le déploiement pour être sûr que tous les apprenants ont accès à la ressource pédagogique. On fait un point avec vous pour vous donner un petit peu des grandes statistiques sur qui s'en saisit, qui ne s'en saisit pas, quels sont le niveau de montée en compétences de chaque apprenant. On vous accompagne aussi en vous mettant à disposition des ressources pédagogiques complémentaires si vous voulez potentiellement, à côté de cette ressource pédagogique, animer des temps forts en classe pour faire vivre et pour donner corps aussi à ces enseignements. Et nous vous transmettons un bilan pédagogique à la fin de chaque année pour relever un petit peu les différents usages et je reviendrai en tout cas pour les retours d'expérience que je vais vous partager avec 2 établissements tout à l'heure sur quels peuvent être un petit peu les grands usages qu'on remarque dans les établissements à travers la francophonie. Donc, comme je vous ai précisé, voilà, on veut vraiment s'inscrire dans cette logique pédagogique. On voit que plus les enseignants se saisissent de ces questions, plus l'intégration est aisée, plus on a une utilisation forte dans la classe et même en dehors du temps scolaire. Et c'est pour ça qu'on a voulu aussi proposer à travers cette plateforme une modalité d'évaluation des étudiants. Donc, plus les étudiants vont valider des blocs pédagogiques sur les 5 saisons que je vous ai présentées avant, plus ils vont gagner des points, plus ils vont pratiquer l'information de manière quotidienne pour créer ces réflexes dans le temps, plus ils vont gagner des points et ces points peuvent être retranscrits en notes en fonction de vos objectifs et en tout cas pour créer ces habitudes chez les apprenants. Donc, je vais vous présenter pour vous illustrer plus concrètement comment s'opèrent ces modalités pédagogiques de Be My Media au sein des établissements à travers 2 retours d'expérience que nous avons déployés dans l'enseignement supérieur, un IUT et un IAE. Donc, le premier retour d'expérience sera celui-là de l'IUT de Blois, qui utilise maintenant Be My Media depuis quelques années. L'enseignante référence sur ces questions est Marie Dard, qui a choisi d'intégrer Be My Media au sein de ses cours d'expression communication. Si vous voulez consulter aussi plus en détail ces retours d'expérience, sachez que vous les retrouvez directement sur notre site internet. On a des retours d'expérience d'étudiants, d'enseignants à travers des vidéos ou des cas concrets que vous pouvez trouver facilement en tapant retour d'expérience Be My Media sur Google ou directement sur notre site Be My Media. L'IUT de Blois l'a déployé à l'échelle du coup de 2 classes, les départements CGM et MT. C'était composé à peu près de 67 étudiants dans le cadre, comme je vous l'ai dit, d'enseignement d'expression communication. Sur les retours qu'on peut observer aux côtés de l'IUT, c'est que cette ressource pédagogique a été mise à disposition pour une durée de 6 mois, le temps d'un semestre. Et aujourd'hui, 82% des étudiants ont dépassé les 50 jours d'information. Donc, si on rentre plus concrètement dans les chiffres, sur 67 étudiants, on a 98,5% des étudiants qui ont activé les comptes sur la plateforme Be My Media.
65% des étudiants qui ont obtenu l'attestation de réussite, qui vient attester un niveau, en tout cas, d'éducation aux médias et à l'information, et en tout cas vient motiver ses usages. Et sur ces 60 étudiants, 67, pardon, on a eu sur cette période de 6 mois, plus de, en tout cas environ 15 000 articles de presse qui ont été lus, ce qui représente en moyenne 38 articles lus par mois par apprenant. Donc c'est quand même un chiffre assez conséquent qui s'est forgé en créant ces réflexes informationnels. Donc là, on a vraiment l'exemple d'un petit déploiement sur 2 classes. Je vais vous présenter maintenant un retour d'expérience de l'université de Montpellier avec Justine Valette, qui est maître de conférence et coordinatrice Be My Media au sein de Montpellier Management, qui est rattachée à l'université de Montpellier. L'université de Montpellier est un établissement avec qui on travaille depuis maintenant plus de 5 ans, si je ne me trompe pas. Et ici, sur la dernière mise à disposition de Be My Media, on l'a déployée sur 700 étudiants. Cette ressource pédagogique a été mise à disposition pour une durée de 3 mois. Et là, on a une statistique qui est que 87% des étudiants ont continué d'utiliser l'application pédagogique, même après la période d'évaluation, qui montre aussi que quand on met à disposition ces ressources pédagogiques, ou en tout cas ces moyens de pratiquer l'information de manière plurielle, responsable et éclairée, on peut aussi regagner du temps d'attention sur les réseaux sociaux et en tout cas leur permettre de cultiver leur culture métier à travers cette pratique de l'information. Sur 700 étudiants, 86% ont activé leur compte sur la plateforme Be My Media, 45% ont obtenu l'attestation de réussite, qui n'était pas obligatoire, et on a eu plus de 175 000 articles de presse lus sur cette période de 3 mois, ce qui représente à peu près 60 articles de presse lus par mois par apprenant, donc ce qui montre aussi en tout cas l'usage qui a été mis derrière ces questions. Donc voilà, c'est en tout cas voilà à travers ces 2 brefs retours d'expérience, comment certains établissements ont choisi de se saisir de ces questions d'éducation aux médias et à l'information et en tout cas de développement d'esprit critique et de lutte contre la désinformation au sein de leur établissement. Nous sommes fiers en tout cas de travailler à leur côté depuis de nombreuses années. On travaille aujourd'hui avec plus de 500 établissements là, sur les 7 dernières années. On voit que le constat est de plus en plus prégnant sur ces questions d'information et que de nombreuses, en tout cas, euh, établissements l'inscrivent au cœur de leur programme pédagogique. Donc voilà un petit peu pour ce bref état des lieux de la pratique des jeunes et de l'information. En tout cas, un petit peu, je vous ai présenté brièvement quelle est notre mission et comment celle-ci s'intègre dans la volonté et l'orientation pédagogique des établissements. Je suis maintenant là pour répondre à vos questions, si vous en avez. Bien sûr, vous pouvez utiliser le chat associé. Je vois qu'il y a des personnes qui sont en train d'écrire leurs questions. Merci en tout cas beaucoup d'être nombreux et de, de vous saisir, en tout cas de vous interroger sur ces pratiques. Sachez que l'ensemble de notre équipe est là pour répondre à toutes vos questions, à rentrer plus opérationnellement sur une visite guidée complète de notre ressource pédagogique pour que vous puissiez en tout cas la découvrir encore plus. Vous pouvez directement nous contacter avec l'onglet Contact sur notre site internet et notre équipe vous recontactera au plus vite pour échanger, vous présenter ce que l'on fait avec d'autres établissements et en tout cas vous permettre de vous saisir de ces grands enjeux d'information. Bonjour Carole. Alors Carole nous demande, je voudrais savoir quels sont les ingrédients de la réussite de cette mise en place dans un établissement d'enseignement supérieur. Je suis bibliothécaire. Merci beaucoup Madame Raoult pour votre question. Nous travaillons donc notamment dans les établissements d'enseignement supérieur
beaucoup avec les documentalistes qui sont au cœur de cette grande mission d'éducation aux médias au sein des établissements et qui portent souvent ces combats-là à travers leur learning center, etc. Nos recommandations, en tout cas pour une intégration réussie, c'est vraiment, en tout cas, le fait de l'intégrer au sein d'une unité d'enseignement pour que cela puisse permettre, en tout cas, qu'il y ait une évaluation derrière et pour pouvoir l'inscrire vraiment au cœur de cette ressource pédagogique. Les mathématiques, on les a fait une fois, deux fois, trois fois, 10 fois pour qu'elles le rentrent. Le fait d'inscrire Vimae Media au cœur du programme pédagogique avec des modalités d'évaluation permettent de créer ce réflexe de s'informer de manière régulière. Nous, on va venir brider les points maximum à obtenir chaque jour pour permettre une pratique dans un temps long. On veut s'inscrire dans cette vision de temps long. Et on a des barèmes pédagogiques. On peut inscrire vraiment cette ressource pédagogique numérique au sein de plusieurs mois, d'un semestre, d'un trimestre, d'une année complète. On a vraiment différents barèmes et différents parcours qui vont s'adapter aux différents niveaux des étudiants et des objectifs. Donc, vraiment, c'est ma recommandation numéro un, ça serait de l'inscrire au cœur des maquettes pédagogiques pour avoir une évaluation complète en parallèle d'autres enseignements sur le même sujet. La deuxième chose que je peux vous recommander, c'est qu'on le voit énormément dans les établissements d'enseignement supérieur. Les étudiants ont besoin de sens aux enseignements. Ils ont besoin de comprendre le pourquoi. Donc, vraiment le fait d'organiser des temps forts ou des temps complémentaires au sein des classes pour pas que cette ressource soit vraiment que opérée de manière individuelle, de manière isolée. On a créé énormément de kits d'activités pour vous proposer des jeux à faire en classe avec cette ressource pédagogique. On met à disposition des enseignants une plateforme complète qu'on a appelée l'Académie, avec des jeux, des idées d'animation, on a des podcasts, on a énormément de contenu pour faire vivre cette ressource parce qu'on voulait surtout pas que ce soit une ressource sur étagère, peu utilisée. Notre combat en tant qu'entreprise à mission s'inscrit dans le temps long. On veut vraiment opérer en tout cas une sensibilisation, une formation de nos jeunes concitoyens sur ces questions-là. Donc, créer du sens dans les enseignements et avoir en tout cas un enseignant volontaire et prêt à créer à des temps forts et des camps de discussion, de débat au sein des classes me paraît primordial. Voilà, j'espère que ça répond à votre question, Madame Kaou. Je ne sais pas si on a d'autres questions en parallèle. Merci d'avoir pu participer à cette conférence. Nous restons à votre disposition. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne après-midi, un bon temps de pause aussi à venir sur cette période estivale. Et nous sommes à votre disposition pour toute question. Merci beaucoup pour l'ensemble de vos commentaires. Merci Madame Deplu et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir, à bientôt.